Les éclairages de Monsieur Turquois ne m'ont pas convaincu, donc je précise la question. Le taux unique, c'est l'idée qu'au fond, on va aligner la part de l'État sur les normes du privé qui cotisent à hauteur de 28%. Avec la 28%, on a 60% pour la part patronale et 40% pour la part des salariés en termes de cotisation. En fait, c'est la même chose, hein. Part salariale, par patronale, c'est quand même une vue de l'esprit parce qu'au total, c'est ce qu'on prend de la richesse produite. Mais admettons, là, aujourd'hui, l'État contribue, cotise à hauteur de 74%. Donc, quand vous passez de 74% à la norme du privé, qui est 28%, le gap est absolument considérable. Et on estime que c'est un trou, c'est pas moi, ce sont des économistes qui ont travaillé sur la question, et moi je suis tout à fait prête à ce qu'on discute des estimations qui sont faites, mais le manque à gagner est de l'ordre de 43 milliards. C'est 2 points de produit intérieur brut. Donc Merci. la question qu'on vous pose n'est pas marginale, Merci, c'est Madame comment Autain. vous compensez. Le 54-44, Monsieur Coquerel. Oui, j'ai à peu près la même question que Clémentine Autain sur cette histoire de compensation qui renvoie déjà au débat qu'on a eu hier sur la question de la prise en compte de 3 paliers au lieu de 8 sur les salaires au-dessus de 10 000 euros et qui là est appliqué à la question des fonctionnaires. Ça me permet de dire que ça fait partie de ces trous dans votre loi que nous ne connaissons pas au moment où nous légiférons, c'est-à-dire qui touche la question du coût en réalité pour la nation que coûtera la réforme universelle, dite universelle, que vous défendez. Merci. Merci. Le 55-28, Madame Rubin. Non, défendu. Si. Le 55-42, Madame Taurine. Oui, je vous remercie. Donc, par rapport à ce que vous nous avez répondu tout à l'heure concernant les enseignants, je souhaiterais donc poursuivre ce qui nous a été envoyé par ce collègue qui nous indiquait que le calcul des 6 derniers mois visait à corriger une construction de carrière dans laquelle les débuts et milieux de carrière sont mal rémunérés et que pour les enseignants, pour qu'ils ne soient pas perdants, il faudrait revaloriser leur salaire de 30% tout au long de leur carrière. Je ne sais pas si c'est ce qui est envisagé par le gouvernement. En revanche, ce qu'il note, c'est que les mesures envisagées ne ciblent que de la création indemnitaire qui est inégalitaire, puisqu'elle concerne la prise supplémentaire de fonctions qui sont donc indemnisées et que le plus souvent, entre les hommes et les femmes, ce sont les hommes qui acceptent ces missions supplémentaires. Merci, Madame. Monsieur le rapporteur. Sur l'interpellation de notre collègue jumelle, égalité homme-femme renforcée par l'intégration des primes. Effectivement, à très court terme, puisque dans les constats observés, les hommes ont plus de primes. Effectivement, si on ne bouge pas le corps et la répartition, comme ils rentrent, on va intégrer les primes. Mécaniquement, visuellement, ça fait augmenter cet aspect-là. Donc c'est bien d'une trajectoire. Oui, mais on parle des primes qui vont être intégrées à partir de 2027. Donc c'est bien sur une trajectoire de rééquilibrage et de politique de rééquilibrage homme-femme sur l'ensemble de la rémunération et donc sur l'ensemble des primes au sein de la fonction publique qu'il est important de faire. Vous évoquez la même chose sur la fonction publique territoriale, donc d'abord qui est de la responsabilité des différentes collectivités. À l'image du problème soulevé par Madame Autain, ils vont avoir un taux optique aussi qui va être diminué dans les collectivités territoriales, qui peuvent aussi laisser un certain nombre de marges de manœuvre pour rééquilibrer. Il y a aussi des politiques d'égalité hommes-femmes qui doivent s'appliquer à tous, les entreprises, l'État et bien sûr les collectivités territoriales. Donc on est bien sur une trajectoire de résorption, mais on ne part pas d'une situation, d'une page blanche. Donc il faut, comme toute politique publique, chercher à résoudre des constats de problèmes, et c'est ce que vous faites. Pour Madame Autain, donc je précise, vous avez peut-être même presque
tort, vous sous-estimez presque le constat quand vous dites on passe de 74 à 28, on passe de 74 à 16. Parce que les fonctionnaires cotisent déjà sur leur part salariale. Alors, ils cotisent entre 10 et 10,5 suivant, et ils doivent monter à 11,25 à l'issue. Donc, on va dire que eux, c'est pas anecdotique, mais c'est tout à fait gérable avec une transition longue. Pour la partie de l'État, donc je resitue, en 2020, le CAS pension fonctionnaire civil, c'est 46 milliards, pratiquement 46 milliards, et le CAS pension ancien militaire, c'est 10 milliards. Donc, effectivement, optiquement, c'est comme si l'État allait moins cotiser, mais l'État s'est engagé à ce que ce différentiel, ces 43 milliards que vous évoquiez, soit affecté à la caisse à la CNRU. Voilà. Donc c'est bien évoqué. Il n'y a pas de perte, mais je vous rappelle que la somme qui était budgétisée n'était pas budgétisée au titre des cotisations professionnelles des fonctionnaires, mais simplement budgétisée pour payer les pensions de l'année. Défavorable.